Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour cette review complète ce coup-ci de Golden Kamuy. J'avais déjà parlé de la saison 1, parce que je n'avais pas pris le temps d'écouter plus d'épisodes, mais déjà la saison 2 et 3 étaient déjà sortis à ce moment-là. Et là, la saison 4, entre-temps, est en sa première moitié. C'est un 12 épisodes, mais quand même scindé en deux parties, ce qui est plutôt rare. Et j'avais jugé que la série avait beaucoup de potentiel, et après avoir écouté la deuxième, troisième et cette première partie de la quatrième saison, j'avais raison, vraiment. Golden Kamuy, c'est probablement l'une des meilleures séries que j'ai écoutées dans les 5 dernières années, rien de moins. Donc pour les reviews, je ne serai pas habitué comme habituel, donc le décortiquer l'aspect technique, etc. Donc je vais plus aller une partie sans spoiler, puis après coup, je spoil ou je parle de ce que j'ai jugé intéressant, et etc. Donc, Golden Kamuy réussit sa prémisse à devenir une espèce de thriller. C'est vraiment un récit qui est fort sur les revirements de situation parce qu'au final, on a ces 4 factions qui cherchent tous à obtenir un moyen d'avoir l'or et que des fois, les factions vont avoir des transfuges entre eux et au final, on se questionne sur la loyauté de tout un chacun. Donc, ça a le mérite d'être super intéressant là-dessus. Le scénario est vraiment bien écrit. Parce qu'à certains moments donnés, il y a des informations qui sont cachées aux personnages, mais aussi pour nous. Donc, on se pose des questions par rapport à est-ce que telle personne est vraiment loyale, c'est quoi son véritable objectif, etc. Et on réussit à bien nous faire languir. Même après certains laps de saison, on n'a toujours pas la réponse à des questions qu'on se pose depuis quand même un certain laps de temps, mais on le sent avec ce qu'on nous montre que ce n'est pas complètement oublié. Donc, vraiment, au niveau de son scénario, Golden Kamuy s'élève au-dessus de la mêlée. Une qualité de scénario comme ça, on n'en voit pas partout ailleurs. Il y a des récits qui sont quand même bien faits, mais classiques, donc pousse pas vraiment la réflexion. Ici, on réfléchit beaucoup, donc c'est vraiment tout à son honneur. On pourrait aussi soulever ce critère-là qui le rend unique. Il y a beaucoup de fanservice féminin dans Golden Kamuy, dans le sens que c'est pas des femmes qu'on voit généralement dévêtues, etc. Non, c'est assez très souvent des hommes qu'on voit à poil, des hommes musclés ou velus. Je ne sais pas si c'est un auteur ou une autrice, peu importe, mais vraiment, ce n'est qu'à peu près que des garçons qu'on voit en fin de service. Les femmes, à peu près pas du tout en fait, je pense. D'autant qu'il n'y a pas non plus beaucoup de personnages féminins dans cette série-là. Donc, ça a le mérite d'être quand même différent et ça fait que Golden Kamuy se démarque encore plus. Niveau animation, puisque je peux bien en parler, il n'y a rien de véritablement hyper enlevant. On ne regarde pas la série pour ça. Heureusement, c'est jamais non plus très laid. Donc, ça reste en phase avec ce que j'avais dit dans ma première vidéo. Donc vraiment, je vous recommande Golden Kamuy. Si vous êtes un peu incertain après la première saison, poursuivez. Ça en vaut vraiment la peine avec la deuxième, troisième. Et la quatrième est quand même bonne à ce moment-là. Mais c'est toujours en fin de saison qu'il livre davantage de la marchandise, que les revirements de situation de ouf se produisent. Donc vraiment, foncez sans hésiter. Maintenant, j'embarque dans la partie sans spoiler, avec spoiler, donc je vais parler là de long et en large. Un fait comique dans Golden Kamuy, c'est que les deux personnages principaux sont probablement Sugimoto et Ashirpa. C'est ceux qui sont davantage mis de l'avant dans les génériques. J'en parlerai d'ailleurs à la fin de ceux-là. Mais c'est pas les personnages les plus intéressants. Ils ont une belle dynamique. Sugimoto, qui, traumatisé si on veut par la guerre, ou du moins changé par la guerre, voit que beaucoup veulent que Ashirpa devienne la leader des Ainu et dirige d'une certaine façon une nouvelle guerre. Lui, il veut pas ça, il veut la protéger, mais il y a toute la dynamique qui éventuellement, peut-être qu'Ashirpa pourrait décider par elle-même, d'autant qu'elle est quand même relativement mature. Il y a même Shiraishi dans la quatrième saison qui débarque et qui est maintenant côtoyé un peu plus Ashirpa et qui dit à Sugimoto, hey, il faudrait peut-être laisser Ashirpa décider par elle-même, elle n'est pas aussi frêle qu'on peut le croire. Donc, ils ont quand même une dynamique intéressante, mais vraiment, les autres personnages leur volent la vedette, notamment Ogata. Je veux dire, au début, dans la première saison, ce personnage-là, un peu comme c'est souvent le cas, on nous le présente et on ne sait pas trop qui c'est, donc il y a comme un fossé qui s'installe. Mais à travers la deuxième saison et la troisième, on apprend vraiment plus à le connaître, avec un épisode qui est presque entièrement dédié. C'est un beau salaud. On se plaît à le détester, mais on a toujours un petit espoir qu'il y a peut-être une rédemption, parce qu'en même temps, s'il est devenu un salaud, c'est parce que sa vie n'a pas été facile. Ça excuse pas ce qu'il a fait, mais quand même, c'est un personnage qui est énigmatique. On comprend toujours pas quelles sont ses véritables intentions. Pourquoi cette alliance avec Keleanke? D'autant plus que, sans surprise, il est prêt à le trahir au moindre geste, mais quand même, pourquoi avoir choisi lui pour se joindre? Parce que ça serait plus facile. Donc,
on attend toujours de voir qu'est-ce qui va se passer avec ce dernier. C'est assez intéressant. Sa petite rivalité entre Sugimoto est attendue. Est-ce qu'il va mourir dans la souffrance? C'est ce que je souhaiterais personnellement, mais c'est rarement ce qu'on me donne dans ce genre d'œuvre. Mais quand même, vraiment, un personnage qu'on a un grand plaisir à détester, qui a été très bien travaillé, hein, passé du statut de comme un peu je m'en foutisme à wow. Donc, faut le faire. Surtout qu'il y a ce moment où il est avec Acherpa et que ça semble un peu l'humaniser, était quand même vraiment bien fait. Là. Donc, il y a lui. Il y a aussi le personnage de Tsukiyama, si je dis bien son nom, qui lui aussi, hein, aux abords de la deuxième saison, peut-être qu'il était là même avant, mais je ne l'avais pas vraiment reconnu. Au début de la deuxième saison, je me disais, bon, c'est qui lui? Ah, ok, il va juste mourir, mais finalement, il survit et on le développe d'admirablement belle façon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en le développant lui, on développe également le lieutenant Tsurumi, qui est, à mon avis, le personnage le plus intéressant de la série, parce qu'il est un peu chaotique, et qu'on se rend compte que, dans le fond, il est vraiment prêt à tout pour s'assurer d'avoir des, peut-être pions, des soldats loyaux, avec des plans assez alambiqués, notamment avec Tsushikiyama ou même Ogato, et on va l'apprendre aussi Koita, si je ne sais pas de son nom, mais celui qui est indien. Donc, des plans vraiment hyper élaborés pour s'assurer qu'il soit fidèle. Il est un peu déjanté, on a la misère à savoir vraiment c'est quoi son objectif. Il l'énonce, mais est-ce vraiment cet objectif-là? On en doute. Surtout qu'à un moment donné, quand on avait un droit à un épisode flashback pour développer davantage les personnages de Whisk, Sophia et Kelanke, hein, on a cette espèce de traducteur qui est au sein de l'histoire et qui finalement, sa femme et son fils, entremêlés dans cette histoire-là, se voient être assassinés. Et, révélation, c'était Tsurumi. Et c'était hyper intéressant comme revirement de situation parce que il n'y a rien qui nous laissait présager ça. C'est une nouvelle information qui, on n'aurait pas pu la deviner et qu'on se demande à quel point ça change la donne. J'ai espoir qu'on y fasse un certain retour là-dessus parce qu'on s'entend que perdre sa femme et son fils, c'est quand même un moment très traumatisant. De ce qu'on en sache, Tsurumi n'a pas d'enfant. Donc j'ai hâte de voir comment cette information-là finalement affecte ses actions parce que pour l'instant, on n'a pas l'impression que c'est le cas, mais on nous a pas montré ça pour rien. Donc, je suis quand même assez curieux par rapport à où est-ce que tout ça s'en va. Et c'est ça qui est intéressant, c'est à quel point il y a des choses qu'on ne sait toujours pas. Comme par exemple, hein, on ne sait toujours pas pourquoi Kelanke a tué Wilk. C'est d'ailleurs super intéressant parce qu'on sait juste quand Nat Palanto s'est fait tuer, ok, comment est-ce qu'on peut poursuivre l'œuvre? Et ils le font admirablement bien. Et même là encore, on se dit, bon, ben là, Kelanke est mort. Comment est-ce qu'on va apprendre ce qui s'est passé entre Whisk et ce dernier pour que il le déteste à ce point-là? Ben, il y a encore Sophia pour nous l'apprendre. Donc, c'est vraiment intéressant à quel point, comme les personnages, on se dit, ah, c'est fini. Non, il y a toujours une espèce d'avenue. On n'est jamais trop laissé sur notre faim, quoique ça pourrait être audacieux qu'on soit laissé sur notre faim. Donc, vraiment, les personnages secondaires, si on veut, sont vraiment terriblement intéressants. C'est pas parfait, hein. Dans la deuxième saison, on commence avec Edokai, je ne dis pas de bêtises, celui qui crée les fausses tanières de peau. On l'a vu 2 épisodes puis il meurt. J'aurais aimé qu'on le développe un peu plus. Finalement, il y aura quand même un impact dans le récit à travers ce qu'il a inventé, mais il aurait pu prendre un peu plus son temps pour décéder. Autrement, vraiment, c'est drôle à dire, mais quand le récit est davantage sur la prémisse initiale, c'est-à-dire s'intéresser à ces tueurs échappés, les prisonniers tatoués, on a parfois des petits épisodes qui sont dédiés à ça. C'est pas là le plus intéressant à mon avis. Ça se prend bien. Puis il y a toujours des moments comiques à travers ça. Mais vraiment, c'est quand l'intrigue avance, si on veut, quand les factions rentrent en conflit les uns avec les autres, et qu'on apprend plus par rapport aux motivations des différents personnages. C'est vraiment ça qui est le plus intéressant. Aussi, il faut que je le soulève, justement, souvent, c'est davantage dans une fin de saison hein, qu'un studio d'animation prend vraiment plus de temps. Par exemple, va couper le générique pour montrer ce qu'il a besoin de montrer. Golden Kamuy ne le fait pas systématiquement et parfois va le faire même juste au 4e épisode. C'est le cas notamment, si je me souviens bien, de l'épisode, si on veut, où on apprend le passé de Tsukiyama, où on a carrément viré le générique et ça donne vraiment à Golden Kamuy une espèce de dimension cinématographique, comme si on avait une histoire vraiment hyper dense et qu'on prend tous les moyens pour réussir à la rencontrer de bonne façon. Donc, je vois pas ça, j'ai pas souvent vu ça être fait dans d'autres séries, donc c'est bien que ils prennent le temps de se dire, ok, bon ben, pour que ça arrive, il faut qu'on ait un certain laps de temps donné,
et qu'ils le respectent. Ils ne sont pas contraints par le 22 épisodes, ils sont capables d'essayer de trouver les moyens pour étirer. Donc, j'avais oublié de parler des génériques, mais il n'est pas trop tard. Donc, le deuxième générique a vraiment une musique hyper sympathique, des visuels qui donnent le ton un peu gentil de la série avant que ça vire dans le bordel. Mais il y a une bonne part d'émotivité. Je pense notamment à cette séquence où il y a Wilk qui regarde Ashirpa, mais qui disparaît dans ses yeux. Donc, vraiment, on tient là un excellent générique. Je peux pas en dire autant du troisième. Visuellement parlant, c'est quand même intéressant, je trouve. Mais vraiment, c'est au niveau de la musique. Je ne me souvenais même pas de ce générique, alors que je ne le sautais pas. Des fois, des visuels ne peuvent pas sauver la mise. Je ne retiens rien de cette musique-là. C'est tout dire. Et le générique de la 4e saison, je l'aime bien. Je trouve que la musique, elle est différente, mais quand même marquante. On réussit bien à s'en servir pour donner une espèce d'univers plus grand que nature, une espèce de fête grandiose à la série. Surtout qu'il y a quand même des visuels qui en jettent honnêtement, bien que on s'entend qu'à cette 4e saison, nous remontrer des personnages, on les connaît, il y a plus grand neuf, ça ne nous va pas tant sur l'histoire, mais je trouve que justement l'image réussit bien à marier le son, donc on a là un bon générique. Donc, vraiment, Gono Kamui, quelle œuvre incroyable, surtout pour son scénario, je le redis. J'ai vraiment hâte de voir, de tout comprendre, parce qu'il y a beaucoup de pans de mystère, et c'est normal, les personnages le vivent comme nous. Et on le sent qu'on a un récit bien ficelé, qu'on se dit « Ah, je vais faire telle chose », et le spectateur va réagir de telle façon. C'est davantage un récit actif que passif, comme à peu près toutes les autres œuvres le sont généralement. Peut-être que dans le paysage de la Japan Animation plus, on va dire, moins mis de l'avant, il doit y avoir des œuvres similaires de cette acabit-là, mais je pense que Gono Kamui est peut-être dans un rang B, et c'est rare de A à B de voir des œuvres qui ont un scénario aussi riche, aussi bien travaillé. Aussi, il faut aussi soulever tout le travail de recherche de l'auteur pour s'intéresser à la situation des Aïnous. En tout cas, pour moi qui vis en Amérique du Nord, on connaît globalement la situation des Autochtones d'Amérique. Mais celle de Russie puis du Japon, on ne connaît pas. Donc, cette série-là a l'avantage de aussi nous faire apprendre quelque chose. Leur rituel et leur historique, c'est quand même, je trouve, vachement intéressant. Et assez rare. Généralement, dans Demon Slayer, j'apprends pas grand-chose. Mais cette année-là, Gono Kamui le fait. Donc, j'ai vraiment hâte que la deuxième partie de la saison commence, parce que c'est surtout sur leur fin de saison que la série brille vraiment. Je sais que le manga est terminé, donc je sais pas s'il y a encore bien du matériel pour combien de saisons. Mais honnêtement, on est dans du grand acabit. Si vous avez aimé Fullmetal Alchemist, que ce soit Brotherhood ou l'autre, assurément, je pense que vous allez aimer Gono Kamui. Il y a un peu la même sensation où tu sens qu'il y a une intrigue vraiment bien ficelée qui est là. Ça fait plaisir. Un peu comme Death Note, mais le ton est beaucoup plus proche que pour de Fullmetal Alchemist. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de pouvoir, par exemple, c'est beaucoup plus terre à terre comme série, mais vraiment, je le redis, foncez sans hésiter, je pense pas que vous allez regretter. Donc, ceux qui ont vu les dernières saisons, vous pouvez maintenant en parler, vous ne me spoilerez pas, donc qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Qu'est-ce que vous pensez du fanservice masculin à outrance? Est-ce qu'il y a d'autres séries qui le font aussi souvent? Bon, là, Jojo Bizarre Aventure si je connaissais, mais bref, essayez de m'éclairer dans les commentaires. Donc, pour la prochaine critique exigeante, je vous avouerai qu'en s'occuper d'un bébé, là, c'est un peu le néant dans mon esprit. On m'avait parlé de peut-être faire un top, de parler de plus de Dragon Ball Multiverse. Donc, je pourrais regarder pour faire une espèce de top. Il y a beaucoup de combats, donc je pense que je suis mieux de faire un top 10 des combats dans Dragon Ball Multiverse. Meilleur fan de manga, à mon avis, donc ça le mérite amplement. Donc, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous remercie davantage de vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante. 迷う意味やに長谷川浩一悪党じゃて鶴見徳四郎